ce programme, nous nous intéressons à l'actualité au Niger. Au Niger, depuis le coup de révolution qui s'est opéré le 26 juillet dernier, plusieurs activités, ou je veux dire l'actualité continue d'être prisée, mais également plusieurs mouvements sont observés. Déjà, commençons par parler des sanctions. Les sanctions économiques contre le Niger, mais également de la politique interne, sans omettre de faire un tour sur la tentative d'évasion du président déchu, Mohamed Bazoum. Pour en parler, nous sommes accompagnés d'un acteur politique et analyste politique nigérien, Aboubacar Touré. Habib, vous êtes avec nous, merci d'être là. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Begoudé, merci pour l'invitation. Monsieur Touré, est-ce que vous nous recevez? Oui, vous me recevez? Parfaitement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Begoudé, merci pour l'invitation. Bonsoir aux techniciens, aux auditeurs de la chaîne panafricaine For You Media. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, au Niger, il y a eu un coup de révolution depuis le 26 juillet dernier. Celui-ci a donné la place à ce qu'on a appelé le CNSP, le Conseil national de sauvegarde de la patrie, mais également au pouvoir du général Abdourahmane Tiani. Vous qui êtes une personne ressource, comment est-ce que vous décririez la transition politique actuelle au Niger depuis cette période-là? Écoutez, Madame Begoudé, comme vous avez su bien le dire, le 26 juillet dernier, l'armée a décidé de mettre fin au régime antidémocratique de Mohamed Bazoum. Et c'est avec grand plaisir et satisfaction que le peuple nigérien a accueilli cela. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de nos frères 2 jours après cette révolution, à savoir le 30 juillet, de l'organisation panafricaine se sont réunis sans même prendre le temps d'écouter les nouveaux acteurs, de savoir quel est le fond, pourquoi les choses se sont passées comme ça. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé d'une batterie de sanctions inhumaines, illégales et iniques envers le peuple nigérien, assorties pour une fois, et c'est inédit, d'une menace d'intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum. Il faut relever que les événements du 26 juillet se sont déroulés sans effusion de sang. Même une seule balle n'a pas été tirée pour pouvoir débarquer Mohamed Bazoum de son pouvoir. Ensuite, le peuple nigérien, dans toutes les villes, jusqu'à dans les villages les plus reculés du pays, se sont mobilisés, sortis et exprimer leur accompagnement et leur adhésion à la nouvelle dynamique. Disons que la légitimité appartient au peuple la souveraineté appartient au peuple. Le peuple a exprimé sa souveraineté à elle en démontrant son attachement à la nouvelle dynamique derrière les autorités du CNSP. Donc voilà la situation dans laquelle vit le Niger depuis 3 mois. Et le peuple nigérien est fier d'avoir tenu jusqu'ici. Le peuple nigérien reste déterminé et debout pour conduire à son terme cette politique. Monsieur Habib Touré, vous êtes toujours là? Oui, je vous reçois. D'accord, merveilleux. Alors merci pour le décor que vous avez planté avec nous dans le cadre de ce programme sur le Niger. On continue de faire incursion au sein de cette politique actuelle. Il y a eu des décisions drastiques contre le Niger, vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure. Il y a également eu des peuples frères qui se sont manifestés pour soutenir le Niger. Alors comment résiste aujourd'hui le peuple nigérien à ces différentes sanctions qui ont été édictées contre le Niger? On parle de la CEDEAO, on parle de l'Union africaine, mais des sanctions également au-delà du territoire africain, comme venant des États-Unis, par exemple, qui ont décidé d'abandonner leur aide envers le Niger. Comment est-ce que le peuple vit tout cela et quelles sont les répercussions, si on peut en parler, de répercussions des sanctions étrangères, bien sûr? Dire qu'il n'y a pas de répercussions sur le peuple et sur le bon fonctionnement de l'État du Niger, ce serait un euphémisme. Mais la détermination et la capacité de résilience du peuple nigérien a fait en sorte que ces répercussions-là puissent avoir moins d'impact sur la vie du peuple nigérien.
toutes ces sanctions ont été prises dans l'optique de pousser le peuple à se révolter contre les nouvelles autorités. C'est une mauvaise lecture faite par ces organisations, qu'elles soient africaines ou européennes, puisque l'Union européenne aussi vient cette semaine d'endosser ce régime de sanctions, assorti même des sanctions ciblées pour tous les acteurs qui contribuent à la réussite et à la défense de cette révolution. L'idée derrière ces sanctions, c'est qu'on puisse complètement asphyxier le peuple nigérien au point où il finit par se révolter et s'en prendre aux nouvelles autorités. Voyez-vous, le Niger est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Quand on ferme toutes les frontières, la voie principale d'approvisionnement du Niger, c'est le corridor béninois. Et c'est l'un des corridors qui a été le plus zélé dans le cadre de la mise en place de ces sanctions de la CEDEAO. Mais comme dans tout antagonisme, vous avez ceux qui sont contre vous, vous avez ceux qui sont aussi pour et aux côtés de vous. C'est là où il faut féliciter l'engagement, la détermination des autorités maliennes, burkinabées et guinéennes qui, dès les premières heures, ont compris que s'ils devaient laisser le Niger tomber, ça allait être aussi un impact considérable sur la dynamique qu'eux ont déjà engagée dans leur pays pour pouvoir se sortir du carcan néocolonialiste et impérialiste. C'est dans ce cadre-là que les trois pays ont, dans un communiqué historique, exprimé de façon claire leur détermination à soutenir le Niger en cas d'agression militaire. Et ensuite, on a observé la création de l'organisation sous-régionale. Là-bas aussi, c'est vraiment une création inédite. Quand on regarde l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour une fois, nous avons une organisation africaine qui a décidé de cheminer ensemble, mais sans contrainte. On regarde l'article 6 par exemple vous parlez par exemple des financements extérieurs, oui. Absolument, il y a la question d'abord des financements extérieurs. Voilà une organisation qui décide d'asseoir son fonctionnement sur des financements internes, mais mieux, il y a la question aussi de la structuration d'un moyen de défense commun. Aujourd'hui, le Niger, le Mali et le Burkina, à travers cette alliance-là, ont quasiment une armée commune, puisque à l'intérieur de cette alliance, il est dit clairement que quand un État est agressé, les autres ont devoir de lui venir en secours. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas projeter d'agresser le Niger sans également que le Mali et le Burkina ne puissent intervenir dans cela. D'ailleurs, le Burkina a déjà envoyé des troupes qui sont stationnées dans le Niger. Les opérations conjointes de ces derniers jours dans la zone des trois frontières ont fait en sorte que c'est devenu aujourd'hui la voie par laquelle le Niger arrive à s'approvisionner à travers le port de Lomé. Il faut aussi saluer et féliciter le président Faure Gnassingbé. On peut lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher, mais sur cette crise, il a été le plus lucide des chefs d'État de la sous-région en se dressant d'abord dès les premières heures contre ce projet funeste qui portait des périls extraordinaires sur la sous-région, mais également sur tout le continent. Aujourd'hui, avec cette agression-là, on sait que c'est la France qui est derrière, puisque c'est elle qui appuie le bouton de ces sous-préfets dans la sous-région, à savoir Macky Sall, Ouattara et dans une moindre mesure Talon, dont aujourd'hui son économie même souffre, parce que le port de Cotonou est à 80%, fonctionne à 80% avec les ravitaillements du Niger. Aujourd'hui, les Béninois se mobilisent tous les jours pour réclamer une réouverture de la frontière, puisque le chômage, l'inflation est en train de prendre le dessus à l'intérieur même du Bénin. Le Bénin et le Niger, c'est quasiment le même pays. C'est deux pays qui ont un destin commun. Le pétrole du Niger qui est censé être exporté à partir du mois de décembre prochain, à partir du corridor béninois,
est une opportunité extraordinaire pour les caisses de l'État béninois. Donc, c'est pourquoi nous, ici au Niger, on n'a jamais compris l'attitude du président Talon, qui s'est laissé distraire par les va-t-en-guerre et probablement avec la pression de Macron, qui ne sait plus quoi faire dans la sous-région puisqu'il a perdu, il n'a pas de stratégie. Il s'est mis dans une posture guerrière qui n'honore pas la France et qui a fini par complètement la faire sortir du cœur des Sahéliens et la bouter hors de nos territoires. Effectivement, vous avez totalement raison. Eh bien, Habib Boubacar Touré, on poursuit, on sort des sanctions à présent pour parler du forum de paix et de sécurité qui s'est tenu dernièrement à Lomé. C'était en début de cette semaine, du moins le week-end dernier. Et là-bas, on a pu avoir le colonel Toumba qui s'est exprimé au nom du Niger. Celui-ci a justement parlé du fait que les sanctions étaient très difficiles pour le peuple nigérien. Il a appelé au soutien des différents pays frères, des nations sœurs du Niger, mais il a également parlé d'une chose, la tentative d'exfiltration du président déchu Mohamed Bazoum. Comment comprendre aujourd'hui qu'une telle tentative ait pu avoir lieu sur le territoire nigérien, malgré le fait que le président déchu soit totalement gardé? Maintenant, ça c'est l'aspect 1 de la question. L'aspect 2 serait que cache une telle tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum alors qu'il est, il est passible de passer justement devant la justice nigérienne, mais aussi il pourrait être en contact permanent avec le président Emmanuel Macron, d'après les dires du chef de l'État français. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une tentative de déstabilisation du Niger? Pour être complet sur la question des sanctions, il faut relever qu'aujourd'hui, avec la situation dans le Proche-Orient, les Nations Unies elles-mêmes se sont assises pour dire que le fait qu'Israël ait coupé l'eau et l'électricité à Gaza est un crime de guerre. Eh bien, il faut aussi le regarder dans le même cadre. Depuis le 30 juillet, le Nigeria, sous l'égide de la CEDEAO, a décidé de couper l'électricité et les ravitaillements en médicaments au peuple nigérien. C'est également un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité qu'il faut regarder à sa juste valeur. Ceci étant dit, effectivement, le général Mohamed Toumba, qui se trouve être numéro 3 du CNSP et ministre d'État à l'intérieur, a représenté le Niger dans le cadre de ce forum pour la paix. Et la représentation, en représentant le Niger, il a relevé le caractère irresponsable de Mohamed Bazoum en tentant cette aventure sans lendemain. Pour qui connaît le palais présidentiel à Niamey, il se trouve non seulement en plein centre-ville et avec un dispositif sécuritaire complètement, comment je vais dire, ça relève de la folie de vouloir s'extirper de tels dispositifs sécuritaires. Et quand on regarde le chemin, ou du moins le mode opératoire qui avait été adopté et qui voulait être exécuté par Mohamed Bazoum, on se demande même s'il n'est pas suicidaire ou s'il n'est pas complètement devenu fou au point de vouloir mettre la vie de sa femme et de son enfant en danger en tentant cette aventure. Vous avez parlé de déstabilisation de la transition et des institutions de l'État. Ça, nos adversaires, en premier lieu desquels se trouve la France, n'a jamais caché sa disposition à déstabiliser. Madame Colonna est allée plus loin en disant qu'ils ne laisseront jamais la transition nigérienne prospérer. Après, on a vu des sorties des différents barbouzes français sur les différents plateaux TV où ils étaient en train de nous annoncer déjà que face à la réaction du Mali, du Burkina et de la Guinée et la constitution de l'Alliance du Sahel qui a renforcé l'outil de défense face à laquelle on ne peut plus tenter une agression frontale, il faut aller vers des tentatives
de sabotage, des tentatives d'agression, même parfois traitées avec des groupes terroristes. On a une information qui est tombée hier soir, où le 25 et le 26 de ce mois, c'est-à-dire hier et avant-hier, les officiers français ont rencontré les deux ailes du groupe Boko Haram dans l'est du Niger pour pouvoir raviver la tension dans la zone, puisque c'était un peu calme depuis le 26 juillet. L'armée a pris les dispositions pour que ces groupes ne puissent plus s'aimer le désordre et la peur dans la zone. Donc, c'est cela leur schéma. Et nous restons complètement vigilants et engagés parce qu'ils l'ont annoncé, ils ne vont jamais se laisser chasser de façon aussi simple comme ils veulent le faire croire par les peuples sahéliens. Ils continueront parce qu'il y va de leur survie. Le Niger, c'est le deuxième producteur d'uranium au monde. C'est la première source d'approvisionnement d'uranium à la France pour ses centrales nucléaires. La France éclaire ses villes et ses rues avec notre uranium pendant que nous, on nous coupe l'électricité que nous ne produisons même pas. Vous voyez un peu le degré de cynisme de ces gens, et c'est face à tout cela que le peuple, après 63 ans, avec une jeunesse complètement au parfum des enjeux géostratégiques mondiaux, qui a pratiquement fréquenté les mêmes écoles, les mêmes universités que l'élite européenne aujourd'hui, est complètement décomplexée. Une jeunesse qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu l'esclavagisme, a décidé de prendre son destin en main et de s'affirmer pour pouvoir complètement, comme l'a été dans les années 50-60, la lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, la jeunesse du Sahel décide de mener la lutte pour sa souveraineté politique, sa souveraineté économique également et sa souveraineté militaire. Merci Aboubacar Touré. Sur place à Lomé, le général Toumba a averti en ce qui concernait le soutien de l'extérieur aux tentatives d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum, ou encore contre toute tentative de déstabilisation de l'État. Mais aujourd'hui, est-ce que l'aspect sécuritaire vous semble, vous en tant que Nigérien, totalement au fait, c'est-à-dire les autorités de transition, selon vous, ont-elles pris suffisamment de dispositions afin que sur le plan sécuritaire, désormais, le terrorisme, les tentatives de déstabilisation et tout ce qui va avec puissent être amorcés? On ne dit pas que ce sera fait du jour au lendemain, mais est-ce que vous avez espoir, Habib Aboubacar Touré? Vous savez, depuis toutes ces années-là, ce qui a créé même la frustration au sein de l'armée nigérienne, c'était l'inaction du politique. On a les hommes les plus aguerris de la sous-région, on a, comment je vais dire, les officiers les plus formés de la sous-région, mais on n'arrivait pas à faire face à cette menace sécuritaire-là, par la simple raison que les autorités civiles qui étaient en place en son temps étaient de connivence avec les sponsors de ce terrorisme-là. Il faut rappeler que la situation sécuritaire qui s'est complètement dégradée dans la zone sahélienne vient du fait que les Occidentaux ont décidé d'attaquer et d'assassiner le président Kadhafi. À partir de cet instant, ils ont ouvert les dépôts d'armes libyens et ils les ont permis de se déverser dans le Sahel à travers les circuits de fraude. Et également dans un projet de déstabiliser le Mali dans un premier temps. Ce qu'il faut dire, c'est que le Mali, qui n'a pas de frontière avec la Libye, s'est vu quand même, comment je vais dire, accueillir tous les combattants libyens qui étaient aux côtés du Kadhafi avec armes et bagages, ce qui a provoqué l'effondrement du Mali. Donc c'est ça en réalité dès le départ le projet qui était derrière. Maintenant, pour le cas du Niger, quand vous regardez le Niger, sur toutes ces frontières, ce sont des frontières qui sont sous tension. À l'est, avec la question de Boko Haram. Au nord, nous avons la Libye et l'Algérie. À l'ouest, on se trouve complètement en face de la situation malienne et burkinabé. Donc, depuis tout ce temps, nos hommes étaient sur le terrain. Ils faisaient face à l'ennemi
avec des ordres qu'ils ne comprenaient pas et ils se faisaient tuer de façon gratuite. Donc, l'avènement du CNSP, à la tête duquel se trouvent des officiers généraux au parfum de la situation, quand on prend le cas du général Toumba, en 2018-19, c'est ce même dernier officier qui avait marché sur Boko Haram jusqu'à Damasak, au fin fond du Nigeria, quand le Nigeria était complètement, comment je vais dire, envahi par Boko Haram. Ils avaient fait appel au Niger. Et c'est le général Toumba qui avait conduit cette opération des mains de maître. Donc, c'est des hommes qui sont au parfum de la situation. Ils ont réarticulé l'outil de défense du Niger, ce qui fait qu'on n'a pratiquement plus d'attaques comme on les avait de façon quotidienne. Les populations n'arrivaient même plus à partir dans leurs travaux champêtres parce qu'on veut les affamer. Quand tu sors de ton village pour te rendre au champ, tu te retrouves complètement assassiné de façon lâche. C'était ça la situation dans laquelle on était. Des villages entiers étaient en train de déménager face à la menace terroriste. Et l'État central était complètement sans solution parce que inactif. Donc, nous, avec toute cette situation que d'abord le Niger vivait, la menace d'intervention de la CEDEAO est si venue s'ajouter à cela. L'État du Niger a été obligé de déployer encore des forces tout le long de la frontière nigériane et béninoise pour attendre l'ennemi à partir de là-bas. En tout cas, sur le plan sécuritaire aujourd'hui, je pense que les décisions qui ont été prises, les actions qui ont été entreprises jusqu'ici font en sorte que nous sommes optimistes sur le fait que une fois qu'on aura complètement coupé les sources d'approvisionnement de cette menace-là, nous serons à même de pouvoir faire face avec notre propre armée. Nous n'avons plus besoin d'armées étrangères sur notre territoire. Ceux qui voudront nous aider, nous aideront avec du matériel, avec de la formation. Mais on n'a plus besoin d'hommes sur notre territoire pour faire face à une menace dont nous pouvons le faire nous-mêmes. C'est ça l'état d'esprit du peuple nigérien, c'est ça l'état d'esprit des nouvelles autorités en place depuis le 26 juillet. Merci Habib Aboubacar Touré. Une dernière question voilà, qui nous taraude, c'est qu'en est-il des relations entre le Niger et les États-Unis après que la Russie, les services de renseignement russes avaient dévoilé les plans machiavéliques que réservaient les autorités américaines aux autorités de transition au Niger, notamment une élimination physique de celle-ci. Quelles sont les relations, ou alors quelles pourraient être les relations entre ces deux États dans l'avenir? Aujourd'hui, on sait que les États-Unis ont suspendu leur aide au Niger, par exemple. Les forces militaires états-uniennes restent sur le territoire nigérien et d'ailleurs sont en grand nombre. Maintenant, ces informations dévoilées par les services de renseignement russes, qu'en est-il exactement? Voyez-vous, c'est une des situations qui reste à clarifier. À vrai dire, la relation avec les États-Unis est une relation en dents de scie. On se rappelle qu'au lendemain du 26 juillet, les États-Unis ont envoyé une représentante de haut niveau, à savoir, non, même pas l'ambassadrice, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland. Elle a effectué le déplacement de Niamey et c'était l'une des premières autorités d'un pays extérieur allié comme les États-Unis à avoir pris l'initiative de venir rencontrer les nouvelles autorités, de s'entretenir avec elles pour savoir c'est quoi le fond du problème et qu'est-ce que le contenu de la transition. Donc, à partir de cet instant, la CEDEAO a pris sa décision, la France a adossé la décision de la CEDEAO, les États-Unis se sont mis dans une posture de refuser une agression absolument d'équilibriste. Ouais. Donc, la situation ayant évolué, ils nous ont envoyé une ambassadrice qu'ils n'avaient pas depuis plusieurs mois déjà, mais qui refuse de présenter ses lettres de créance de par la situation actuelle. Ils ont attendu 2 mois pour pouvoir accepter de déclarer que ce qui s'est passé au Niger, c'est un coup d'État, ce qui allait engendrer d'autres mécanismes qui vont s'activer chez eux selon leurs propres lois. Donc, à partir de cet instant, nous, on s'était attendu à ce qu'ils aillent au bout de leur idée. À partir du moment où les États-Unis
de par la loi américaine, ne peut plus être en collaboration avec un régime militaire. La conséquence aurait pu être que les États-Unis décident également de faire partir leurs soldats du territoire nigérien. Mais est-ce que cela ne relève pas aussi d'une décision du gouvernement nigérien actuel? Vous savez, le gouvernement nigérien, même dans le cas de la France, n'avait pas décidé de chasser la France. C'est la France qui a décidé de se mettre dans une posture d'agresser le Niger. À partir de cet instant, le Niger a pris une décision souveraine qui était de dénoncer les accords qu'on avait. Donc, le Niger n'est pas dans une posture de se renfermer sur lui-même et de chasser tout le monde. Non, nous sommes prêts à collaborer avec tous les peuples épris de paix et de justice, mais dans le respect mutuel et dans le respect de la souveraineté et du peuple nigérien. Voilà le message qui est annoncé. Donc, au vu de tout cela, pour le moment, les États-Unis jouent à l'équilibriste, ils souffrent le chaud et le froid, mais je pense que c'est une posture qui ne saurait perdurer et qu'il faut rapidement éclaircir pour que nous puissions avancer vis-à-vis de cette situation. Ce qui est sûr, le Niger n'est pas disposé à se faire imposer une posture, encore moins un choix de ses partenaires. Le Niger a décidé de prendre son destin en main. Tous les partenaires sérieux qui viendront dans un esprit de collaboration d'État, d'égal à égal, le Niger est disposé à travailler avec eux. C'est ça le message du peuple nigérien. C'est ça que le CNSP aujourd'hui essaie de traduire en acte dans la mise en œuvre de la transition en cours. Eh bien, c'était Zoom sur le Niger, sur la 96.3 FM pour tous ceux qui sont au Cameroun, sur For You Radio, la radio panafricaine, sur l'application For You Media Africa, mais également sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook éponymes. Nous étions en compagnie de Habib Aboubakar Touré, il est acteur politique et analyste. Merci infiniment d'avoir participé à ce programme depuis Niamey. Merci. Merci Madame Begoudé. Merci à vos auditeurs de nous avoir suivis également. Ce fut un plaisir. On dit également merci à Nkele qui est à la mise en onde de ce programme.